Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour la 4e leçon d'économie Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics. Vous avez fait votre doctorat à Harvard dans le domaine de l'économie de l'innovation. Votre recherche porte sur l'innovation, la croissance inclusive, les inégalités, le commerce international. Vous avez écrit ce livre exceptionnel qui s'appelle « Marie Curie habite dans le Morbihan » dans la collection La République des idées au seuil. C'est un livre qui a remporté le prix de livre d'économie en 2023. Alors, j'aurais souhaité tout d'abord savoir qu'est-ce qui vous a motivé à devenir économiste, et j'aimerais que ce soit vous qui me racontiez un peu votre parcours professionnel. Merci beaucoup de m'inviter, ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'ESCP. En fait, je me suis intéressé assez tôt à l'économie. J'ai fait des études à Sciences Po, et à Sciences Po, on a beaucoup de matières différentes, un peu comme en classe prépa. Et pour moi, assez rapidement, je me suis dit que les outils d'analyse économique étaient très intéressant, très puissant pour se forger des avis sur les grands sujets de société. La mondialisation, les inégalités, l'innovation que vous évoquiez, l'inflation, et avec une approche empirique qui permet de poser des constats qui a priori peuvent être largement partagés parce qu'ils sont étayés de manière empirique, et une approche qui aussi essaye de trouver pas que des nouveaux diagnostics, mais aussi des nouvelles solutions sur la base de ces diagnostics. Et donc c'est ce va-et-vient qui m'intéressait. Et j'ai fait une année d'échange aux États-Unis à Harvard. Et à cette occasion-là, j'ai travaillé en tant qu'assistant de recherche avec des profs. Et donc, c'est comme ça que je me suis initié au processus de recherche. Et après, j'ai décidé de rester là-bas pour faire un doctorat. Et donc, comme vous le disiez, j'ai travaillé sur des sujets assez différents. Mais le dénominateur commun, c'est d'essayer de prendre des sujets qui sont plutôt macro dans leur ampleur, comme l'innovation, l'inflation, les sources de la croissance, mais de les traiter avec des approches très micro, avec des bases de données où vous avez des millions d'observations sur des entreprises, sur des individus, ça peut être des bases de données fiscales, des bases de données tirées des banques pour les comportements de consommation. Et je pense que la discipline est à un moment où précisément on peut avoir accès à de plus en plus de données qui couvrent quasiment toute l'économie. Donc on peut prendre les outils qui auparavant étaient utilisés dans des domaines plus spécifiques comme l'économie du travail, qui étaient plus empiriques, et les appliquer à toute une série de questions pour justement renouveler les diagnostics et les préconisations macro. Justement, je me faisais la remarque en lisant votre livre qu'il est unique dans le paysage français, dans le sens où vous êtes le premier économiste homme français à utiliser le big data pour démontrer que l'égalité femmes-hommes est bénéfique au fonctionnement de l'économie et qu'elle améliore la productivité et qu'elle alimente la croissance. À ce propos, vous écrivez dans le livre qu'en 2019, aux États-Unis, seulement 17% des inventeurs détenteurs de brevets étaient des femmes. Vous écrivez aussi que les femmes ont un taux de brevets verts 3 fois supérieur à celui des hommes. Donc ma question elle est la suivante. S'il y avait égalité femmes-hommes dans l'accès à l'innovation, quel serait l'impact sur la productivité, sur la croissance et sur la transition verte? J'ai plusieurs éléments de réponse, peut-être pas à tous, mais commençons avec ce que j'ai étudié et que je décris plus en détail dans le livre. Le point de départ, c'est comme vous le disiez, qu'il y a ces grandes différences dans la propension à faire des carrières dans l'innovation, dans la recherche, dans l'entrepreneuriat. On peut penser à l'innovation d'une manière assez vaste. Et à aptitude égale, à résultats scolaires équivalents, les femmes vont beaucoup moins dans ces carrières. C'est aussi vrai pour les personnes d'origine modeste ou pour les personnes qui viennent de certains territoires, ce qui me permet d'expliquer le titre un peu curieux du livre, Marie Curie habite dans le Morbihan. Ça veut dire qu'on a des Marie Curie perdues qui vivent dans des territoires où il n'y a pas d'écosystème d'innovation, elles ne sont pas inspirées pour se lancer dans ces carrières-là.
Donc Marie Curie n'a jamais habité dans le Morbihan, mais peut-être que d'ici 50 ans, une nouvelle Marie Curie sera trouvée dans ce département qui est en fait le département français, de France métropolitaine, où vous avez le plus faible taux d'enfants qui un jour deviendront innovateurs scientifiques. Donc c'est pour ça que c'est pris comme exemple dans le titre du livre, mais c'est juste sur le constat de sa statistique, où c'est là que vous avez la plus faible propension des gens en général, des femmes en particulier, à aller dans ces carrières. Il est bien dommage parce que c'est un département magnifique du point de vue des paysages. Et qui économiquement se porte plutôt bien, où il y a des bons résultats éducatifs. Et donc ça montre que c'est des choix assez spécifiques sur l'orientation. Et donc pour revenir à la question de l'impact macro, on part donc de ces grandes disparités, juste pour vous donner aussi d'autres exemples dans les disparités, par exemple sur les disparités en fonction du milieu social. Si vous êtes issu d'une famille qui est dans le top 10% de la distribution des revenus, il est à peu près 7 à 8 fois plus probable que vous-même deveniez un jour innovateur scientifique par rapport à quelqu'un dont la famille serait en dessous de la médiane des revenus. Et donc, on peut facilement faire des calculs de Quintal pour dire qu'il y a beaucoup de talents sous-exploités. Et ensuite, on peut aussi combiner ça avec une approche macroéconomique pour essayer de prendre en compte des effets d'équilibre général. C'est-à-dire que si on suppose qu'on puisse, par exemple, créer des vocations pour la science et l'innovation qui soient très larges, par exemple parmi les femmes, parmi aussi les personnes d'origine modeste. Et donc, vous pourriez avoir jusqu'à 3 fois plus d'innovateurs qu'actuellement, vu le potentiel de talent aujourd'hui sous-exploité. Et après, on peut se dire, bien sûr, il va y avoir des effets on peut appeler des effets d'éviction, c'est-à-dire des effets de concurrence, c'est-à-dire que les nouveaux entrants, qui auparavant n'étaient pas intéressés par ces carrières, mais maintenant les ont découvertes, vont peut-être remplacer ceux qui étaient déjà là. Donc vous n'aurez pas 3 fois plus d'innovateurs, vous en aurez peut-être que 1,5 fois plus, mais vous garderez les meilleurs. Et donc vous aurez un effet quand même d'entraînement sur la productivité. Et donc en macro, on fait des modèles qui ensuite donnent des ordres de grandeur sur les résultats qu'on peut en attendre. Donc moi, l'ordre de grandeur que je retiens, c'est que si on parvenait à la parité parfaite dans l'accès aux carrières de l'innovation, entendu en ce sens assez large, y compris la science, vous auriez un effet à long terme sur la productivité, c'est-à-dire au bout d'une quinzaine d'années, qui serait qu'on passerait d'une productivité en hausse aujourd'hui à peu près de 1% par an, productivité du travail, qui augmenterait maintenant à 1,8% en rythme annuel. Donc ça veut dire 20 milliards d'euros supplémentaires de PIB chaque année. Donc c'est vraiment important, c'est 20 milliards de plus chaque année et vous avez donc aussi plein d'implications pour les recettes fiscales, les finances publiques, ça fera 10 milliards d'euros de recettes fiscales en plus chaque année à peu près. Donc ce qui veut dire qu'on peut mobiliser potentiellement beaucoup d'argent pour financer des dispositifs qui permettraient de contribuer à atteindre la parité. Il faut faire ça, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de choisir les bons dispositifs pour créer les vocations de la bonne manière. Mais il y a plusieurs manières efficaces de le faire. Oui, c'est ce qui me plaît dans le livre. Vous donnez aussi des solutions, comment il faut s'y prendre, des exemples. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les solutions que vous évoquez dans le livre ? Il y a plein d'exemples de solutions, mais globalement, c'est du ressort de la politique d'orientation. Et ça doit se faire à tous les moments du parcours éducatif et avec plein d'outils différents. Il peut s'agir d'ateliers d'information, de stages, de mentorat, de produits numériques aussi. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant les phénomènes de mimétisme et d'incarnation qui ont été mis en avant par la littérature. Donc, un exemple, c'est une étude qui a été faite avec la Fondation L'Oréal par des chercheurs de l'École d'économie de Paris, Julien Grenet, Thomas Broda, Clémentine Fornet-Fanter et d'autres co-auteurs. Donc, ils ont tout simplement évalué un dispositif qui consistait à organiser une présentation des carrières des scientifiques de la Fondation L'Oréal qui pouvaient travailler à la conception de produits ou parfois analyse de données. Et donc, vous avez des femmes et des hommes avec ces profils scientifiques qui venaient dans les lycées d'Île-de-France présenter leur carrière. Et c'est en classe de terminale. Et ensuite, les chercheurs ont regardé si ça avait un effet sur les choix d'orientation pour l'enseignement supérieur et notamment les classes préparatoires scientifiques. Plusieurs élèves de l'ESCP ont fait les classes prépa, plutôt école de commerce, mais globalement, c'est des choix que les auditeurs connaissent bien. Donc en classe prépa, école de commerce, je pense que c'est assez bien équilibré entre filles et garçons, mais en classe prépa scientifique, vous avez un grand retard des femmes. Pour donner quelques chiffres, parmi les filles qui ont le niveau, vous en avez dans les classes visitées, vous en avez à peu près 20% qui postulent en classe prépa scientifique, parmi celles qui sont dans les toutes meilleures en maths. Pour les garçons, c'est 40%. Vous avez presque du simple au double, un écart assez fort. Et après, vous avez cette intervention des scientifiques de la Fondation L'Oréal. Ça dure 1 heure, donc c'est très court.
C'est évalué de manière scientifique, on choisit de manière aléatoire les classes visitées, les classes non visitées, ensuite on regarde les choix des uns et des autres, et on voit que les filles passent de leurs 20 et quelques pourcents de taux d'inscription en classe prépa scientifique à 40%. Elles arrivent quasiment au niveau des garçons dans les classes témoins. Et pour les garçons, il y a aussi un effet, mais qui est plus faible. Eux, ils passent de 40% à 45%. Et les chercheurs montrent que cet effet vient principalement des cas où c'est une femme scientifique qui a présenté sa carrière. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait un effet de mimétisme, mais il est quantitativement très important. Et ça pose des questions sur la manière dont on pourrait massifier ça. Parce que ce qu'on apprend, c'est qu'il ne s'agit pas que d'informer sur le fait que ces carrières existent et qu'il faut passer par les classes prépa, mais qu'il y a un sujet d'incarnation. Est-ce qu'on se reconnaît dans cette personne? Est-ce qu'on pense qu'on peut avoir une carrière similaire? Est-ce que ça nous parle? Et visiblement, ça nous parle plus quand c'est quelqu'un comme nous qui explique tout cela. Et donc, pour massifier ça, il faudrait pouvoir avoir des profils suffisamment divers pour parler à toute la population, en termes de genre, mais aussi en termes d'origine sociale, et surtout qu'ils puissent aller sur tout le territoire. Et donc, il y a beaucoup d'associations, parfois des fédérations d'entreprises, parfois des labos de recherche qui font ce genre d'initiatives. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour la découverte des métiers, mais on en fait très peu, à mon sens, par rapport à l'ampleur de l'enjeu. Donc ça rejoint la question précédente sur les enjeux macroéconomiques. Comme il y a un tel enjeu, en fait, il faudrait s'assurer que toute une classe d'âge est touchée par des profils divers pour la découverte des métiers de la science, de l'innovation, qui sont très importants pour la croissance. Il peut y avoir une vision plus large qui est sur la découverte des métiers d'avenir, pour que chacun puisse ensuite décider en connaissance de cause ce qu'il ou elle préfère. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut mesurer ces effets, qui sont très importants, et donc ensuite massifier ce qui marche. Et a priori, il pourrait y avoir d'autres choses qui pourraient marcher, comme les stages, des découvertes d'entreprises via du mentorat, par exemple, des choses qui soient un peu plus suivies dans le temps qu'un atelier d'information. Donc ça peut être évalué. Et assez rapidement, on peut voir l'année d'après, est-ce que les gens effectivement étaient dans une filière différente, dans une classe prépa différente. C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas pris à bras-le-corps. Je pense qu'il y a une prise de conscience lente, mais on n'est pas au stade où je pense qu'on a dépensé suffisamment pour transformer la politique d'orientation. Mais l'idée du livre, c'est de dire que en fait, ça devrait être un enjeu central dans le débat économique. Et donc, on verra si à l'avenir, on change la donne en la matière. Oui, si l'approche est plus entrepreneuriale. Voilà. Oui. J'aurais souhaité savoir si vous considérez que les innovations actuelles profitent plus aux personnes aisées, et si oui, avec quel effet sur les inégalités. C'est un peu le thème qui constitue le point de départ du livre. Je pense que souvent, en tout cas parmi les économistes, il y a cette idée de dire que d'une part, l'innovation, la croissance, l'innovation est le moteur de la croissance, donc elle est nécessaire à plein d'égards pour s'assurer que on a un pays qui croît, on va avoir suffisamment de recettes fiscales pour financer la sécurité sociale avec les problèmes de vieillissement. Donc il faut devenir plus productif d'un côté, mais de l'autre, il y a un problème des effets collatéraux, en tout cas perçus comme tels, de l'innovation qui serait un phénomène qui conduit à des destructions d'emplois, et notamment d'emplois moins qualifiés. Donc il me semble qu'en fait, cette idée-là est largement une idée reçue. J'étais en fait assez surpris. On a fait ces travaux avec Philippe Aghion, qui est, je crois, venu déjà dans votre émission. Oui, tout à fait. Et avec d'autres collègues. Il a fait la leçon précédente. D'accord. Il y a d'autres collègues aussi qui ont regardé ça dans d'autres pays, où simplement on étudie ce qui se passe dans les entreprises qui automatisent davantage ou qui adoptent l'IA. Et la question clé, c'est de trouver une source de variation empirique qui nous permet de faire un lien causal. Juste regarder les entreprises qui adoptent les robots ou l'IA par rapport à d'autres, ce n'est pas très satisfaisant parce que ces entreprises sont différentes à plein d'autres égards. Donc on veut isoler l'effet du fait d'adopter ces machines en regardant tout le reste constant. Et donc la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser des programmes de subvention où, par exemple, vous allez, en France, c'est le secrétaire général pour l'investissement qui fait ça, il y a d'autres pays qui ont des dispositifs assez similaires, donc vous allez comparer des entreprises qui étaient classées de manière très proche par l'instance en charge de donner les subventions, mais certaines ont été retenues, certaines n'ont pas été retenues, elles étaient juste au-dessus ou en dessous d'un seuil. Et donc comme ça, vous pouvez comparer et avoir un effet causal. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que les entreprises qui automatisent plus, en fait, s'en sortent très bien, y compris du point de vue de l'emploi. Elles augmentent leurs ventes, mais elles augmentent aussi leur masse salariale. La productivité du travail augmente, les ventes par salarié augmentent, mais vous avez un effet de hausse de l'emploi, y compris les emplois moins qualifiés. On peut faire le même type d'analyse au niveau d'un secteur d'activité, et on l'a fait en tout cas pour le secteur industriel, et on trouve la même conclusion.
Alors qu'on aurait pu se dire, les entreprises qui automatisent peut-être se portent mieux, mais peut-être que c'est aux dépens de celles qui, elles, n'automatisent pas. Et donc ce phénomène de concurrence a l'air de plutôt jouer à l'échelle internationale. On n'a pas regardé ça dans par exemple, les industries de services, donc c'est possible que là les effets soient différents, mais s'agissant de l'industrie en tout cas, robotiser, adopter ces nouvelles technologies d'innovation permet une plus grande compétitivité et donc de gagner des parts de marché internationales. Et donc c'est plutôt vos concurrents étrangers qui, eux, vont être sujets à ces pertes d'emplois, y compris non qualifiés, mais aussi y compris plus qualifiés. Et donc se dire que le grand risque de l'innovation, c'est le chômage technologique. Jusqu'ici, c'est une idée qui est toujours revenue, qui remonte jusqu'au début du 19e siècle, les Luddites qui voulaient casser les machines à textile, mais ça ne s'est jamais matérialisé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, de l'IA générative. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites qui sont plutôt encourageantes, c'est-à-dire que ça conduit à une hausse de la productivité des salariés et une hausse qui est plus importante pour les travailleurs les moins qualifiés. Ça a été vu dans plein de contextes différents. Il y a une étude sur le BCG, donc les consultants qui à la base sont moins bons, ils sont tous au BCG, donc ils sont a priori tous très bons, et vous avez plusieurs étudiants qui iront probablement là-bas. Mais les moins bons à la base rattrapent les meilleurs, parce qu'ils font leurs slides plus vite, ou ils vont mieux se réapproprier la compréhension d'un secteur grâce à l'IA générative. Et de contexte complètement différent sur le customer service aux États-Unis, où là, c'est un effet encore plus fort, où les agents qui étaient moins bons à la base, grâce à l'IA générative, savent mieux quoi dire, à quel moment aux consommateurs, et deviennent très productifs. Donc en fait, les effets sur l'emploi de l'innovation ne sont pas forcément délétères. Au contraire, ça peut être une source de productivité et de force pour un pays. Par exemple, l'Allemagne robotise plus que la France et a une industrie plus florissante et a préservé davantage l'emploi industriel. Et à contrario, et plus rapidement, on parle moins de l'effet de l'innovation sur les inégalités du point de vue du consommateur. Parce que souvent, on se dit que les innovations un peu par essence vont bénéficier à tous. Et c'est vrai s'agissant de certains produits un peu iconiques que... par exemple, le smartphone ou au XXe siècle, l'avion, la voiture, bien sûr, ça se diffuse à très grande échelle. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'innovation qui sont plus graduelles, incrémentales, où on utilise les nouvelles innovations pour augmenter notre productivité sur la production de n'importe quoi. Ça peut être un carnet, des chaussures. Et donc, il y a en fait des consommateurs très différents pour différents types de produits, notamment en fonction de leur qualité. Et donc, on observe que dans les pays où il y a une hausse des inégalités de revenus, vous avez ensuite un effet d'amplification via l'innovation. La logique étant de dire que si je suis un innovateur, je veux aller dans des marchés qui sont porteurs, qui sont en croissance, où il y a plus de consommateurs ou des consommateurs qui se portent mieux et pas encore autant de concurrents. Et donc je vais utiliser les nouvelles technologies pour me faire une place sur ce marché. Ça va accroître la concurrence, augmenter la qualité des produits et au final renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs sur ces marchés. Et donc, dans le cas des États-Unis, où il y a une hausse des inégalités de revenus et de revenus disponibles, ça conduit effectivement à une amplification du pouvoir d'achat, des disparités de pouvoir d'achat via ces effets induits sur l'innovation. Et on le voit sur plein de sujets, par exemple sur les plateformes. Tout le monde connaît Uber, mais il y a aussi Ubercopter, qui est pour louer des hélicoptères. Vous pouvez faire ça à New York, vous ne pouvez pas encore faire ça à Paris, je crois. Mais des sujets beaucoup plus proches de nous, par exemple les produits alimentaires, le bio. Il y a beaucoup d'innovations dans le bio, et donc ça a réduit le prix des produits bio. Et c'est surtout encore les populations très aisées qui les achètent. Et on peut montrer à nouveau ces liens de cause à effet entre demande et réponse de l'offre. Ce qui d'ailleurs, peut-être que certains de vos étudiants, en premier cours d'économie, souvent on voit des relations, on dit quand la demande augmente, le prix augmente, parce que le coût marginal augmente. En fait, ce qu'on voit dans les données, quand on regarde à un peu plus long terme, et le livre décrit ça, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les courbes d'offres sont décroissantes à long terme, parce que si vous augmentez la demande, vous induisez aussi plus d'innovation, et du coup, ça répond tellement, là, il y a une réponse tellement forte de l'offre que ça finit par faire changer la pente de votre courbe d'offre. Donc l'offre de long terme est plutôt une relation décroissante entre demande et prix. Et juste par rapport... Oui, je voudrais intervenir par rapport à ça, parce que c'est assez important. Ça va à l'encontre de toute une partie de la littérature économique. Schumpeter expliquait que le grand bénéficiaire de l'innovation, ce sont les pauvres. Il prenait comme exemple le fait qu'il dit au XVIIIe siècle, l'homme le plus puissant de la planète, c'est Louis XV, et quand il veut lire l'après-midi, le soir, dans la nuit, il veut lire, il est 3 heures du matin, il tire sur un cordon et 5 minutes après, il a de quoi lire. Et le paysan qui est à Versailles, lui, à 3 heures du matin, il ne peut pas lire. Et puis il dit, quand j'écris, l'homme le plus puissant de la planète, c'est Truman.
Il veut lire à 3 heures du matin, si tant est, dit-il, qu'il ait envie de lire parce que Truman, pour lui, est un imbécile. Et donc, il tire sur un bouton, il a gagné 5 minutes. Alors que le paysan du Maryland, qui est l'équivalent du paysan versaillais, lui, il appuie sur le même bouton que Truman et il peut lire immédiatement. Et donc il lit en fait, et c'est ce que reprend d'ailleurs Paul Romer dans son discours au moment où il reçoit le prix Nobel, il dit le grand bénéficiaire de l'innovation, c'est le pauvre. Le grand mérite de l'innovation, c'est d'avoir réduit les inégalités. Alors en quoi ce que vous décrivez est en train de s'inscrire en faux par rapport à cette tendance décrite par Schumpeter ou par Paul Romer? Ouais, je pense que si on prend une perspective de très long terme, l'innovation crée de la croissance et à long terme, tout le monde en bénéficie plus ou moins. Et donc on voit bien que vous avez une hausse du niveau de vie, une baisse de la pauvreté dans tous les pays à haut revenu qui ont réussi à prendre le virage de la croissance, de la révolution industrielle, etc. Mon point, c'est plutôt de dire que sur la période récente, du fait des dynamiques d'inégalité dans certains pays, notamment les États-Unis, en fait, on a renforcé les inégalités de pouvoir d'achat entre consommateurs. Et donc, ce n'est pas une conséquence naturelle de l'innovation, ça dépend du contexte dans lequel elle s'inscrit. Mais c'est pour dire qu'on pourrait avoir une innovation qui irait plus directement vers les populations plus modestes, qui se focaliserait plus directement sur leurs besoins, du fait de ces logiques de taille de marché. Et donc, en l'occurrence, quand vous regardez les États-Unis, en nominal, il y a une hausse assez faible du pouvoir d'achat en bas de la distribution des revenus. Donc, ils stagnent. Donc, dès lors que ce marché stagne, effectivement, il est assez logique, en fait, qu'il n'y ait pas beaucoup d'innovation sur ces marchés-là. Ils en bénéficient quand même un peu. Il y a un peu, bien sûr, des innovations qui sont à la base focalisées sur les plus riches, mais c'est un processus assez lent. Et il me semble que c'est tout à fait, en fait, compatible avec les travaux, par exemple, de Paul Romer, où la logique du modèle, c'est précisément que c'est des effets de taille de marché qui induisent plus d'innovation, et les externalités, et le processus se poursuit comme ça. Et donc, dans certains de mes travaux, en fait, c'est juste le modèle de Paul Romer de base, maintenant avec plusieurs types d'agents et plusieurs types de secteurs. Et donc ensuite, vous pouvez arriver avec des taux de croissance différents en fonction des différents groupes. Alors justement, par rapport aux mots que vous avez utilisés depuis le début de l'entretien, vous avez parlé d'innovateur, d'innovation. Vous n'avez pas employé le mot invention. Est-ce qu'il y a une différence entre l'innovation et l'invention? Vous n'avez pas employé le mot entrepreneur. Est-ce que l'innovateur est toujours un entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneur a besoin d'être innovateur? Est-ce que vous pouvez nous préciser tous ces éléments de théorie et de vocabulaire économique? Dans le livre, j'ai une approche assez large où en fait, les principaux éléments que je mets en avant dans le livre sur le rôle de l'orientation, le rôle de l'éducation, ce que l'on reviendra plus tard, à mon sens, s'appliquent de manière assez large aux innovateurs, aux entrepreneurs, aux chercheurs, aux scientifiques aussi. Mais il y a une distinction intéressante entre, je pense, invention et innovation. En tout cas, la manière dont j'utilise dans le livre, c'est de dire que l'invention, ça va plutôt être une technologie d'usage général. Donc, une révolution technologique peut être l'IA générative aujourd'hui, la vague d'Internet il y a une trentaine d'années, première révolution industrielle, seconde révolution industrielle, par opposition aux innovations qui sont plus une mise en application, une mise en œuvre de ces grandes nouvelles technologies. En fait, un des points qui me semble important, c'est de comprendre qu'au niveau macroéconomique, la hausse de la productivité dépend beaucoup plus de l'innovation que de l'invention, au sens où quelqu'un peut inventer une nouvelle technologie, mais elle peut venir d'un autre pays, par exemple l'IA générative, surtout aux États-Unis. Maintenant, on essaye en France d'en reprendre aussi un peu le contrôle avec des entreprises comme Mistral. Mais vous avez cette technologie, et après, pour transformer votre économie, il faut l'adopter et parfois aussi l'adapter. Et donc, il va falloir innover, par exemple, dans n'importe quelle activité, dont nos activités d'enseignants. On peut utiliser, par exemple, ChatGPT pour... par exemple, il y a des cas où on l'utilise comme tuteur pour enseigner un cours. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Et donc ça, j'appellerais plutôt ça une innovation. C'est plus incrémental, graduel. Mais en fait, c'est la somme de toutes ces innovations qui peuvent sembler prises séparément pas très importantes. C'est ça qui transforme la productivité d'un pays. Et donc les entrepreneurs, les innovateurs, les scientifiques peuvent, chacun dans leur domaine, faire quelque chose qui relève de l'innovation ou on peut dire de l'invention. Est-ce qu'on peut être entrepreneur sans être innovateur ou est-ce qu'on peut être un innovateur qui est un très mauvais entrepreneur?
Moi, je n'ai pas d'avis fort sur les acceptions de certains termes, mais donc je pense qu'on peut trouver différents profils et que souvent on va avoir l'innovation, la tradition habituelle, c'est de lier cela davantage à des sujets un peu techniques et technologiques. Mais je pense que ce n'est pas totalement vrai et qu'on pourrait dire, voilà, on fait de l'innovation par exemple en prenant ChatGPT mais en l'appliquant à un sujet qui est totalement non technique. Et l'entrepreneur peut ne pas avoir de connaissances techniques et être capable de bien rentrer sur un marché. Donc moi je dirais plutôt que c'est de prendre les nouvelles, souvent c'est souvent prendre de nouvelles technologies, prendre des problèmes sous un nouvel angle. Et il se trouve que voilà, quand on crée une entreprise, on appelle ça un entrepreneur. Si je suis au sein de Procter & Gamble, que j'invente un nouveau produit, on va plutôt m'appeler innovateur ou peut-être chercheur chez dans un labo. Mais je pense que le processus cognitif, créatif qui est en jeu est à un certain niveau pas si différent. Même si la différence principale me semble être, voilà, est-ce que je suis dans une activité commerciale proche du marché ou est-ce que je suis dans une activité plutôt technique, scientifique. Donc c'est des profils souvent assez différents et souvent travailler avec des profils différents, ça permet de créer des équipes qui font des nouveaux produits, des nouvelles entreprises. Moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que vous expliquez justement que puisque les innovateurs proviennent des milieux aisés, ils vont répondre à des besoins aisés. C'est pour cette raison aussi que l'innovation profite aussi aux plus aisés. Voilà, ça, il y a ce phénomène qu'on peut appeler l'homophilie, c'est-à-dire que les innovateurs vont vers des marchés où les consommateurs leur ressemblent. C'est le cas pour l'origine sociale, c'est aussi le cas pour la différence entre femmes et hommes. Et donc on peut mesurer ça de plein de manières, dans plein de contextes. Et ça, c'est dans l'invention, cette question ne se pose pas, pour faire le lien avec la question précédente, puisque l'invention peut a priori essaimer dans plein de directions, mais pour l'innovation, plutôt prendre ces technologies, les appliquer à des sujets qui nous intéressent. Et on voit ces phénomènes très clairement, par exemple, sur toutes les applications pour smartphone, des bases de données où on peut voir les fondateurs, fondatrices d'applications, et ensuite qui sont les utilisateurs. Et il y a des grandes différences en termes de propension à... Donc, enfin, si c'est une femme fondatrice, la base d'usage est 50% plus élevée en termes d'heures passées par les femmes sur ces applications. Et donc ça aussi, c'est un phénomène qui fait écho à ce que je disais ailleurs sur ce renforcement des inégalités. Si à la base, vous avez un accès restreint à ces professions-là, ensuite, ça a aussi un impact sur la diversité des produits et ensuite sur les gains pour différents types de consommateurs. Et pourquoi c'est plus l'accroissement du marché que sa taille qui guide l'innovation? Ça, c'est une question qui aussi peut relier à ce que disait Jean-Marc sur Romer. Dans les modèles de base de Romer, c'est la taille du marché. Oui, absolument. C'est la taille du marché. Parce que vous payez un coût fixe, ensuite vous rentrez sur ce marché. Vous pouvez écrire un modèle différent où ce qui compterait, c'est la taille de marché par entreprise. Donc si c'est un marché important et vous avez déjà beaucoup d'entreprises présentes dans ce marché, en fait, c'est très difficile de pénétrer le marché. Et donc en fait, le marché effectif n'est pas plus grand. Et donc en revanche, si le marché est en croissance, vous avez des consommateurs qui s'enrichissent, vous avez une hausse ou un accroissement du type de population, par exemple par rapport au vieillissement, le type de profil qui va être important pour votre produit. Là, vous avez une hausse de la demande et donc il va falloir plus d'entrées, plus de concurrence pour qu'on revienne à l'équilibre où la taille de marché par entreprise est égalisée entre tous les marchés. Donc on peut écrire des modèles différents, ça dépend de comment on modélise la fonction de production de l'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de tester ça. Et donc moi, dans les travaux que j'ai faits, je trouve que c'est plutôt l'accroissement de la taille de marché qui importe. Il y a d'autres travaux plus macro de gens comme Chad Jones à Stanford qui concluent aussi que c'est plutôt un phénomène d'accroissement de la taille de marché. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que, à nouveau pour réfléchir à ces questions de savoir qui bénéficie de l'innovation, si c'était juste la taille de marché, la classe moyenne reste le marché le plus important et donc ce serait elle qui bénéficierait au premier chef de l'application des innovations, alors que c'est, je pense, pas ce qu'on voit notamment aux États-Unis. Et pour faire un autre lien avec la question de Jean-Marc sur les inventions, moi je ferai l'hypothèse, mais ça c'est pas les travaux que j'ai faits, mais je pense que quand vous avez des cas de nouvelles technologies qui sont plus fondamentalement différentes, par exemple l'IA générative aujourd'hui, il est fort possible qu'en fait la taille de marché plutôt que l'accroissement de la taille de marché soit le facteur prédéterminant. Parce que du coup, il y a un avantage comparatif à entrer sur un marché large, à bien utiliser ces technologies. Vos concurrents ne sont pas encore à jour. Et donc, je trouve que c'est un sujet intéressant de voir si l'IA générative est appliquée en priorité au sujet classe moyenne ou au sujet ménage aisé. Juste à ce propos, est-ce que vous utilisez l'IA générative pour votre recherche ?
Pour l'instant, très peu, mais on va faire ces travaux vraiment préliminaires, mais sur des sondages. On va utiliser l'IA générative pour à la fois mener des interviews qualitatives à grande échelle et par ailleurs aussi analyser les résultats, le texte des interviews. Et puis ce livre pour l'instant n'est qu'en français, et donc je réfléchis à une version anglaise et peut-être que l'IA générative sera utile pour faire des traductions et des modifications du texte. Mais d'autres collègues utilisent beaucoup l'IA pour le code, donc le code informatique. Et peut-être certains de vos étudiants font un peu de code et utilisent des choses comme GitHub Copilot, que pour ma part je n'utilise pas encore, mais qui permet apparemment d'accroître sa rapidité de l'ordre de 50%. Et pour en revenir justement à l'innovation, l'invention, donc l'invention c'est assez technique. Il y a Schumpeter, il y a aussi le manifeste d'Oslo qui a été fait par l'OCDE qui définit les conditions de l'innovation. Et dans le manifeste d'Oslo, il est indiqué que ce n'est pas forcément la composante scientifique qui est la plus importante, ce qui peut rassurer d'ailleurs nos étudiants. C'est aussi il y a l'innovation commerciale, il y a la capacité de répondre à une ambiance générale, de faire en sorte un publicitaire peut faire de l'innovation. Est-ce que ça vous paraît important, aussi important que l'IA générative, ou est-ce que c'est au niveau plutôt marginal, pour employer un terme qu'adorent les économistes? Moi, ça me paraît tout à fait important parce que c'est justement ces innovations qui, prises individuellement, peuvent sembler marginales ou incrémentales. C'est leur somme qui va transformer l'économie. Un exemple sur lequel on peut bien mesurer, c'est tous les produits de grande distribution pour lesquels on peut mesurer des codes, on peut voir les codes barres, donc on peut vraiment suivre un produit au cours du temps et donc voir quand de nouveaux produits sont introduits, il faut aussi voir leurs caractéristiques. Et souvent, c'est des petits changements, ça peut être des changements sur l'emballage, donc le marketing, ce genre de choses. Et on peut inférer la valeur de tous ces changements pour le consommateur en regardant à la fois le prix, mais surtout les comportements d'achat. Donc, si le produit est à un prix plus élevé, mais aussi des ventes plus importantes, on en déduit que le consommateur valorise ces nouvelles caractéristiques puisqu'il est prêt à payer plus cher. Et donc, on peut utiliser ça et faire des bases de données qui nous permettent ensuite de créer des indices de prix différents pour voir la valeur totale créée pour le consommateur en termes de surplus du consommateur. Et donc, des chiffres qui permettent de résumer, c'est en fait de réfléchir à ça en termes de taux d'inflation, d'indice des prix. Et dans ce secteur de la grande distribution, quand vous prenez en compte ces innovations qui peuvent sembler petites, vous arrivez à des corrections de l'indice des prix habituel qui ne prend pas en compte ces effets, de l'ordre de 1 point de pourcentage par an. Donc pour ce secteur-là. Ce qui est important, parce que sur 10 ans, vous augmentez de plus de 10% le pouvoir d'achat effectif de l'individu. Et donc c'est tout à fait important. Et donc je pense que c'est un cas où effectivement il ne faut pas se focaliser que sur les grandes inventions, mais toutes ces innovations contribuent à la prospérité matérielle. Alors sur le plan de l'éducation, donc vous dites que c'est dans le Morbihan que on a le moins de chance quand on est né dans ce département de devenir un innovateur. Et est-ce que la solution c'est ce qu'on appelait la démocratisation, voire la massification de l'enseignement, ou est-ce que c'est d'avoir un processus de sélection le plus large possible, s'adressant à la plus grande population possible, mais un processus de sélection extrêmement rigoureux qui permette de faire émerger une élite scientifique, une élite intellectuelle susceptible d'être porteuse des innovations. Parce que si l'élite intellectuelle, entre guillemets, est noyée, à ce moment-là, là aussi, c'est ce que disait Schumpeter. Newton, il avait 100 ignares en face de lui, il a réussi à percer. Un professeur de mathématiques de l'équivalent de Newton, maintenant, il a 15 000 ou 20 000 ignares en face de lui, il a eu du mal à percer. Donc, est-ce qu'il faut, pour retrouver Newton, est-ce qu'il faut être très exigeant ou est-ce qu'il faut, au contraire, se dire, je vais aller jusque dans le Morbihan parce que Marie Curie ou Newton habitent dans le Morbihan? Je pense que vous connaissez la réponse, il faut faire les deux. Oui. Et donc le livre d'abord met l'accent sur les sujets d'orientation, c'est-à-dire qu'en fait il y a peut-être des Newton qui s'ignorent ou des Marie Curie qui s'ignorent sur une partie du territoire. Et la France n'est pas moins bien lotie que les autres en la matière, c'est-à-dire que toutes ces disparités que j'évoquais tout à l'heure en termes de genre, de territoire, d'origine sociale, on les constate aussi aux États-Unis, en Suède, en Finlande, parce qu'il me semble que ça vient surtout de ces phénomènes de mimétisme qu'on retrouve dans plein de contextes. Et aucun pays n'a vraiment de politique d'orientation qui soit très très convaincante, même si certains font mieux que d'autres. Et donc je pense qu'une priorité actionnable, c'est de dire que dans un pays comme la France, il y a déjà des filières scientifiques très rigoureuses, exemple des classes prépa aux grandes écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi d'autres voies. Et là, vous avez des grandes disparités dans qui va dans ces voies-là, y compris parmi ceux qui en auraient les aptitudes. Donc mobilisons déjà tous ces talents-là
peut démocratiser l'accès à ces carrières, à ces voies d'éducation, avec l'orientation. Donc il ne s'agit pas de faire des quotas, par exemple, ou de changer fondamentalement le système, mais de mobiliser à plein les lycéens, lycéennes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et après, il y a l'autre sujet qui est qu'il y a une baisse générale du niveau. C'est aussi un peu implicite dans votre question, voire explicite. Assez explicite, voire oui. explicite. Assez explicite, oui. Et donc le livre revient sur ça parce qu'en fait, c'est toujours pas, me semble-t-il, très largement accepté en France, notamment s'agissant du niveau des meilleurs élèves. Donc on peut mesurer ça de plein de manières différentes, avec des tests internationaux comme Teams pour les mathématiques, comme PISA qui mesure les mathématiques, aussi d'autres disciplines. Et on voit qu'il y a une baisse du niveau en France qui touche la moyenne, les décrocheurs, mais aussi les meilleurs élèves. Et par ailleurs, on voit cette baisse dans les tests qui sont administrés par l'éducation nationale. Donc on sait que ça ne vient pas d'une mauvaise mesure qui viendrait d'autres pays anglo-saxons qui mesureraient mal. C'est au contraire quelque chose qui est tout à fait cohérent, quelle que soit la mesure qu'on prend, et qui est assez unique à la France. Je n'ai pas connaissance d'autres pays où on constate une telle baisse du niveau au cours des 30 dernières années. S'agissant des tout meilleurs élèves, c'est difficile de le dire avec certitude. Vous évoquiez Newton. On a une école mathématique en France qui reste très forte, avec les médaillés Fields, mais ça vient aussi de la capacité de transmission, c'est quelque chose qui est vraiment à une échelle très micro. Et quand vous partez un peu de cette échelle-là, ne serait-ce que par exemple en regardant les Olympiades de mathématiques, qui sont une manière d'objectiver le niveau des meilleurs élèves, la France était bien mieux classée dans les années 90 que dans les années 2000, puis 2010, puis aujourd'hui. Donc, si vous regardez le top 1%, où ça vous pouvez mesurer avec les tests standardisés, on est en baisse. Et je pense que le top 0,001%, c'est toujours difficile à dire, mais le risque existe aussi. Et donc, il me semble que sur ça, le premier élément, c'est de faire remonter le niveau à tous les étages du système éducatif. Et que la première étape pour ça, c'est de se fixer des objectifs de remontée du niveau. Ça peut sembler être une proposition un peu molle, mais en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que sans cette étape-là, rien ne peut suivre et au contraire, on s'expose à un risque où on va, ici ou là, lancer telle ou telle réforme, mais sans jamais se poser la question du nombre de réformes suffisant pour atteindre nos objectifs. Et donc, pour donner un exemple, en termes de points d'écart type, donc vous pouvez regarder aujourd'hui la distribution des résultats en mathématiques des élèves. Donc, pour prendre un écart type dans cette distribution, eh bien en gros, en France, on a perdu par rapport à il y a 20 ans un écart type. Donc, toute la distribution était un écart type plus haut il y a 20 ans. Donc, un objectif, c'est de se dire, remontons à ce niveau-là. Il y a des pays comme l'Angleterre où, à la fin des années 90, Tony Blair a fait de l'éducation un sujet central et ils ont remonté le résultat en maths, le résultat moyen de 0,75 écart type en 10 ans. Donc d'autres l'ont fait. Il y a plein d'outils à mobiliser, ce qui ont trait à l'attractivité du métier d'enseignant, peut-être aussi des innovations pédagogiques comme l'utilisation de ChatGPT et de l'IA générative. Dans certains cas, ça peut être tout à fait pertinent. Il y a plein de sujets sur ça, mais je pense que l'écueil à éviter, c'est de dire, par exemple, on fait le dédoublement des classes et c'est suffisant. En l'occurrence, c'était important, c'est une mesure dont les effets ont été évalués, qui a été lancée en 2017 par Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron, et qui a eu des effets importants, qui a permis de réduire l'écart au CP de 30% entre les zones d'éducation prioritaire et les autres zones qui n'ont pas bénéficié du dédoublement des classes. C'est que sur un niveau, où déjà à la base il y a assez peu d'inégalités parce que les inégalités augmentent au cours de la scolarité, donc en fait ce 30% est assez faible par rapport aux inégalités ultérieures, et ça ne concerne pas tout le territoire, ça ne concerne souvent pas les meilleurs élèves, donc c'est tout à fait insuffisant. Et donc à mon avis, il faut se donner cet objectif et ensuite se fonder sur tout ce qu'on sait en sciences de l'éducation, en économie de l'éducation, pour combiner les politiques suffisantes pour arriver à ce type d'effet. Donc le dédoublement des classes, c'est un outil, l'attractivité du métier d'enseignant en est un autre. Et après, aussi des innovations pédagogiques. Moi, je vais vous poser deux dernières questions avant de donner la parole à Christina pour qu'elle assure la conclusion. La première, c'est que vous parlez du Morbihan. Est-ce que dans les départements qui sont proches du Morbihan, il y a une sorte de typologie? Parce que il y a le Morbihan, mais il y a 95 départements. Est-ce que les départements qui sont un peu proches du Morbihan ont une typologie qui rappelle le Morbihan, ou est-ce que vous avez eu l'impression, en regardant ça, que c'était un peu distribué au hasard, que c'était assez curieux que géographiquement et économiquement parlant, le département défavorisé, entre guillemets, n'était pas très identifiable?
Donc, à première vue, ça peut sembler un peu distribué au hasard, mais en fait, quand on regarde dans le détail, le grand déterminant, c'est s'il y a déjà un écosystème d'innovation. Donc, le département qui est en haut de la liste en termes de propension des enfants qui un jour deviendront chercheurs, innovateurs, entrepreneurs, c'est les Alpes-Maritimes, où il y a la technopole de Sophia Antipolis. À Grenoble, vous avez aussi dans l'Isère, vous avez aussi beaucoup d'activités d'innovation. Et pas très loin, par exemple à Chambéry, Haute-Savoie, vous allez avoir beaucoup moins d'activités. Donc c'est géographiquement proche, 1 heure de route, mais l'écosystème très local a moins de profils scientifiques, nature de l'entrepreneuriat ou d'innovation. Et donc c'est ça qui me semble être l'élément explicatif. Tout simplement, on se projette dans l'écosystème qui est le nôtre, à travers sa famille, ses parents, ses amis, les amis de ses amis. Et en revanche, ça peut être contré par la politique d'orientation. Et je précise que toutes ces analyses empiriques, en fait, on les fait en regardant des gens qui aujourd'hui vivent au même endroit. Donc ce serait moins surprenant, vous voyez, si les gens qui grandissent dans le Morbihan, ils restent, ceux qui grandissent dans les Alpes-Maritimes, ils restent. Mais en fait, même si vous les comparez, alors qu'ils sont tous venus à Paris, vous avez encore ces disparités dans les choix de carrière. Et alors, la dernière question pour ma part, un peu plus personnelle, vous avez été à l'inspection des finances, vous avez été proche de l'administration. Une des caractéristiques de la France, c'est qu'on considère qu'en fait, les économistes sont éloignés du pouvoir. C'est-à-dire que par rapport aux États-Unis, où un gouverneur de banque centrale est assez souvent un président d'université, en France, il y a les inspecteurs des finances, l'ENA, il y a les économistes ingénieurs issus de Normal Sup ou de Polytechnique, et puis il y a les économistes universitaires. Et ces trois mondes ne se mélangent pas. Est-ce que vous considérez que c'est handicap? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que ces mondes se mélangent davantage? Je pense que c'est un handicap dans la mesure où les outils qui sont développés, utilisés par les économistes universitaires, ne sont pas utilisés dans l'administration et pourraient être très utiles pour mieux évaluer les politiques publiques, mieux identifier ce qui marche, mieux identifier les grandes priorités du style éducation, orientation, impact sur l'innovation, mais aussi les dispositifs très concrets qui peuvent être mobilisés et déployés. Et donc, je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer des ponts entre ces mondes-là. Donc, pour ma part, je suis allé à l'Inspection générale des finances, on a créé un pôle économique, et donc maintenant, ils recrutent des gens avec des doctorats en économie, et ce n'était pas fait jusqu'ici. Donc, vous avez Hippolyte Dalbis, qui est prof à l'École d'économie de Paris, qui a ce poste. Donc, c'est un exemple. Il y a d'autres profils, comme par exemple Agnès Benassi-Kéré, qui a fait le SCP, je ne savais pas, qui a fait le SCP et qui est devenue directrice du Trésor. Ou alors que pendant très longtemps, pas directrice du Trésor. Chef économiste du Trésor. Le directeur du Trésor, c'est toujours un débarque. C'est un bon point. Mais le chef économiste du Trésor, c'était aussi pendant assez longtemps pas un profil universitaire. Donc je pense que c'est en tout cas un autre exemple. Et vous avez des institutions comme l'Institut des politiques publiques, pour prendre un peu des exemples inverses, où des gens comme Antoine Bozio essayent de prendre des sujets qui sont très appliqués et de faire de l'évaluation. Donc l'Institut des politiques publiques, qui est rattaché à l'ENS, joue un rôle très important dans l'évaluation des politiques publiques. Donc vous avez aussi un peu le cas opposé, où vous avez des universitaires qui sont intéressés que par des travaux plus conceptuels, qui peuvent intéresser leurs pairs, mais sans portée pratique. Et donc je pense qu'il y a un peu un va-et-vient à faire en trouvant des gens intéressés d'un côté comme de l'autre. Le Conseil d'analyse économique dont je suis membre est un endroit aussi qui essaye de faire ça, en rassemblant surtout des universitaires, mais ensuite en travaillant sur des sujets appliqués et en présentant ces travaux auprès des ministres ou des conseillers des ministres. Vous n'avez pas perdu votre âme en allant travailler à l'inspection des finances? J'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu un effet un peu institutionnel au sens où maintenant il y a ce pôle économique. Et donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner d'un côté comme de l'autre. Et qu'on peut voir ça positivement. C'est-à-dire qu'on a des marges de progression parce qu'on n'a pas encore créé tous ces ponts. Juste pour rebondir sur cette question, vous avez aussi été aux États-Unis, vous enseignez. Est-ce qu'on peut être économiste sans passer par les États-Unis? Oui, il y a plein de profils, par exemple Gabriel Zuckman, Thomas Piketty, toute une équipe de l'École d'économie de Paris qui ne sont pas allés aux États-Unis, ou des gens, par exemple Philippe Martin, qui est allé aux États-Unis mais qui n'est pas resté, qui a fait son doctorat et qui ensuite est revenu immédiatement en France. Il se trouve que les conditions pour faire un doctorat aux États-Unis sont objectivement meilleures qu'en France. Pour des raisons très terre-à-terre, mais importantes, de financement. Et donc je pense que ça rejoint les débats qu'on avait avant sur le fait d'investir davantage dans la recherche, dans la génération future qui veut contribuer à la connaissance et à la recherche. Mais on peut tout à fait réussir très bien et être reconnu, y compris internationalement, en faisant ces travaux en France. Très bien. Christina, pour les derniers mots.
Moi, j'espère que vous allez nous revenir, que vous viendrez voilà, enseigner en France parce que vous avez 34 ans, vous êtes déjà à ce niveau exceptionnel. Vous travaillez beaucoup pour l'égalité femmes-hommes. La France est en retard, comme beaucoup d'autres pays européens, malheureusement. Donc, nous avons besoin des professeurs comme vous et revenez-nous. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.